Voilà. Merci de cette invitation à participer donc à ce webinaire. Alors, je me présente peut-être pour commencer. Donc, comme ça a été dit, je suis professeur de philosophie à l'Université de Lille et mes champs de spécialité, disons, sont la philosophie contemporaine et les questions qui tournent autour des rapports entre éthique et société. Et parmi les questions de recherche qui m'intéressent, il y a celle qui tourne autour de la thématique de la vulnérabilité, de son expérience, à la fois dans une dimension anthropologique, la vulnérabilité des vivants humains par rapport à leur environnement, par rapport à leurs relations sociales, la dimension aussi du coup sociale de ces vulnérabilités et la dimension éthique. Là, ce qui me pousse plutôt à travailler avec des collègues médecins sur des questions d'éthique médicale, en particulier en rapport avec le vieillissement et la fin de vie. Alors, je n'ai pas la prétention de proposer une synthèse magistrale des impacts sociaux de la crise sanitaire que nous connaissons, j'en parle encore au présent, depuis presque 18 mois. D'abord parce que ces impacts sont sans doute encore largement à venir et que je ne suis pas prophète, qui sont difficiles à évaluer. Et ensuite parce que ces impacts me semblent devoir être extrêmement complexes ou difficiles à démêler, notamment parce qu'ils concernent et ils vont concerner à la fois le bouleversement des vies individuelles et un certain nombre de transformations sociales, économiques, culturelles et politiques de grande ampleur, dont on peut voir peut-être déjà la préfiguration aujourd'hui, mais seulement la préfiguration. Donc plutôt que de jouer au prophète, je voudrais évoquer ce matin et dans ma petite présentation deux lignes de réflexion que j'ai pu développer ces derniers mois et qui sont en quelque sorte ma contribution au débat collectif et aux interrogations qui sont encore en suspens. Donc mon analyse, disons, est plutôt de l'ordre d'un diagnostic critique sur ce que nous avons vécu et sur ce que nous vivons encore aujourd'hui. Alors ces deux lignes de réflexion, elles peuvent sembler au premier regard disjointes, mais je voudrais surtout essayer de montrer qu'elles convergent sur le fond et qu'elles concernent une problématique qui, à mon avis, est centrale dans le climat actuel de sortie de crise ou, disons, d'après-Covid, si tant est qu'on en soit vraiment déjà sorti. Alors du coup, je vais peut-être aller dans une autre direction que celle qui était indiquée. Enfin, je vais commencer par une autre direction que celle qui était indiquée par Philippe Lorenzo dans son propos liminaire. C'est-à-dire qu'avant d'en venir à la question de la distanciation ou de ce que j'appelle le distancialisme, je voudrais engager la réflexion autour de la crise sanitaire elle-même et de la double perspective qu'elle me semble avoir ouvert. Et à mon avis, ça permettra de retrouver des questions que je me pose à propos de la distanciation ou du distancialisme. Alors la double perspective dont je parle, elle tient à des manières distinctes, mais je pense complémentaires de se rapporter à la santé et même à la vie humaine. On peut penser en effet ce rapport sous deux angles différents, sous l'angle de ce que j'appelle enfin, ce qui s'appelle le sain, ou sous l'angle du soin. Et donc je voudrais expliquer pour commencer pourquoi il est intéressant de distinguer ces deux perspectives, du sain et du soin,
et pourquoi ce qui est en jeu au croisement de ces deux perspectives, c'est au fond un certain rapport à la vie, une certaine compréhension de la vie humaine et des formes de vulnérabilité auxquelles elle est confrontée dans une crise comme celle qu'on traverse. Alors je commence par le sein. Le sein, qui est une sorte de référence massive dans les discours politiques, scientifiques, médiatiques. Le sein ou la référence au sein est devenu l'enjeu d'un discours public. Ce discours, c'est celui précisément de la santé publique, en tant qu'elle a vocation à étendre ses recommandations à l'ensemble d'une population et qu'elle devient opérationnelle. C'est un discours qui est un discours pratique, opérationnel, dans la mesure où il s'agit de déléguer l'exercice du contrôle sanitaire et du traitement des malades à une institution en particulier, l'institution hospitalière, et à différents relais de l'ordre du médico-social. Et donc, ce sont ces institutions, ces relais qui ont pris une place centrale dans la gestion de la crise, comme crise sanitaire, comme crise du sein, où le sein est devenu un problème. Alors, d'un point de vue philosophique, cette mise en perspective me semble montrer que le moment dans lequel nous nous situons, et je dirais depuis le point de départ de cette crise et jusque dans l'après, euh, le moment que nous vivons donc est un moment qu'on pourrait qualifier de biopolitique, en reprenant ce terme à un philosophe historien, Michel Foucault, qui parlait de biopolitique pour qualifier l'émergence d'un nouveau pouvoir sur la vie à partir du XVIIIe siècle. Alors, très rapidement, de quoi s'agit-il et pourquoi le moment présent apparaît-il ou m'apparaît-il comme un moment biopolitique? Tout simplement parce que par biopolitique, on entend un ensemble de pratiques qui sont des pratiques de régulation de la population, investies sous l'angle de ses processus biologiques. Et ces régulations s'appuient sur des analyses statistiques, sur des contrôles ou des actions menées pour soutenir la vie de la population, pour gérer aussi la vie de la population dans l'ensemble de ses activités vitales, de la reproduction au vieillissement, en passant par la gestion de la santé publique, justement la santé du public. Et donc, c'est dans le sillage finalement du développement de l'hygiène publique que se déploie cette gestion sanitaire de la population. Et donc, de ce point de vue-là, la crise sanitaire a pu révéler notre appartenance à ce moment biopolitique en montrant aussi le rapport du coup entre la vie et la mort, centrale dans l'expérience, on pourrait dire, ordinaire hein, de nos vies, mais devenu crucial dans le temps de crise que nous avons connu. Puisque finalement la mort, c'est l'échec justement d'une gestion régulatrice de la vie. C'est aussi à travers l'expérience du deuil, dont peut-être parlera Rosen, le point d'apparition d'une dimension privée qui vient résister aux efforts de déploiement d'une sorte de raison publique sanitaire. Donc, l'ensemble de ce moment biopolitique peut être même renforcé avec l'apparition de ce que Didier Fassin, qui est anthropologue de la santé, spécialiste de la réflexion sur la santé publique, a appelé une biolégitimité. C'est-à-dire l'idée que dans nos sociétés, nous accordons une valeur supérieure à la vie, voire une valeur absolue,
et que nous sommes prêts à tout mettre en œuvre, on pourrait dire quoi qu'il en coûte, pour sauver des vies. Donc on voit bien que cette biolégitimité, finalement, est le point d'appui du discours de la santé ou de la santé publique au sein de la crise sanitaire. Et donc on peut comprendre que de ce point de vue biopolitique, le décompte des morts, alors qui à un moment, vous vous en souvenez sans doute, était vraiment quotidien, hein, avec des graphiques qui montraient des évolutions jour après jour. Euh, donc le décompte des morts, l'évaluation des tendances de la contamination, maintenant on pourrait dire des tendances de la vaccination, le rapport entre ces tendances du nombre de morts, du nombre d'entrées à l'hôpital, du nombre de contaminations, du nombre de vaccinations, le rapport entre l'ensemble de ces indicateurs et les dispositifs susceptibles d'y faire face, notamment dans les hôpitaux. On se souvient du débat sur le nombre de lits disponibles en réanimation. Ce rapport donc permet de montrer que la biopolitique du sein s'appuie sur des indicateurs et que finalement ces indicateurs ont été mis à l'épreuve et d'une certaine façon renforcés par l'épidémie. Alors, ceci étant posé, hein, on peut dire aussi que la logique sanitaire qu'on a pu et qu'on peut encore observer a évidemment une dimension politique majeure, mais elle fait surtout l'objet d'évaluations qu'on pourrait dire contrastées, aussi bien d'ailleurs par la population que par les observateurs politiques, scientifiques ou économiques qui s'intéressent à la crise actuelle et à son issue possible. Trois positions, on pourrait dire, qui se confrontent ici. Une première position qui est celle de la légitimité, hein. On accorde au pouvoir public la légitimité dans la conduite de la gestion de crise. Euh, on leur accorde la légitimité de renforcer les contrôles permettant de sauver des vies ou au moins de réduire au maximum les pertes en temps épidémique, hein. Et là encore, hein, je pense que toute la question de la vaccination va dans ce sens d'une légitimité accrue des pouvoirs publics dans cette parole destinée à sauver des vies. Autre position possible, on pourrait dire à l'inverse, hein, à l'autre bout du spectre, on entend un certain nombre de gens déplorer l'emprise globale d'un pouvoir sanitaire qui s'arroge le droit, au titre d'un état d'urgence sanitaire, d'investir non seulement la vie des gens, mais avec le traçage des rencontres avec le virus, mais aussi d'entraver leur liberté fondamentale de circuler, de se déplacer dans l'espace public. Et on se souvient également là des discussions et des polémiques autour des attestations de déplacement vécues par certains comme une contrainte inacceptable. Troisième position possible, hein, on peut relever que malgré donc le contexte favorable à une biolégitimité, c'est-à-dire un discours qui met en avant l'argument de la valeur supérieure de la vie, on voit se dessiner dans l'implicite des décisions politiques et économiques relatives au système de santé, un partage entre des vies qui vaudraient la peine d'être sauvées et des vies qui compteraient moins. Et c'est notamment hein, tout ce qui a pu être développé comme discussion autour de la question très épineuse, mais sans doute surdéterminée, du tri des patients, qui est revenu d'ailleurs régulièrement au cours des derniers mois.
Et on pourrait dire aussi, hein, même dans les dernières semaines, avec le lancement de la vaccination, finalement, la hiérarchisation des priorités en termes de vaccination. Alors, ce contexte étant posé, hein, celui de la biopolitique du soin, quelle est la place qu'on accorde aux soins, biopolitique du sein, pardon, quelle est la place qu'on accorde aux soins dans ce dispositif d'ensemble. Évidemment, on peut rappeler que, finalement la crise sanitaire a mis en valeur, en avant, en exergue, dans l'espace public, les activités qui, sont liées aux soins. Évidemment celles des professionnels de santé, en charge d'accueillir, de soigner ou de soulager les patients. Mais aussi l'ensemble des activités de soins entendues au sens de care, comme attention pratique et active au bien-être d'autrui, c'est-à-dire au-delà de l'institution hospitalière, l'ensemble du travail des travailleurs sociaux, des proches aidants, ou même des infirmiers ou infirmières libérales qui ont pu assurer une forme de continuité des soins à l'égard des personnes vulnérables, notamment au moment du confinement. Et je pense en particulier au cas des personnes âgées et des personnes âgées à domicile qui ont pu bénéficier, disons, de cette dynamique du care ou du développement des activités liées aux soins. Donc le soin renvoie, de mon point de vue, et c'est peut-être c'est ce que je retire moi de cette crise, que nous avons traversée, hein, le soin apparaît comme cette autre dimension de la crise, ce qui est, mis en avant, à travers cette crise, avec, une forme de distinction entre ce que la gestion sanitaire de la pandémie, renvoie comme image d'une régulation, centralisée du système de santé et de ses acteurs, avec, on pourrait dire, au sommet, la direction générale de la santé et puis le maillage territorial des ARS. Et d'un autre côté, sans que ce soit une opposition, hein, le soin qui renvoie à la dimension relationnelle de la prise en charge d'individus singuliers. Une prise en charge qui, encore une fois, va de l'écoute matérielle, de l'écoute, pardon, à l'aide matérielle dans la gestion du quotidien. Euh, donc le soin sur lequel j'aurais tendance à insister comme dimension émergente à l'issue de cette crise sanitaire, c'est donc l'expérience d'une vulnérabilité partagée, partagée par des vivants malades ou exposés à la circulation du virus, les personnes âgées, mais aussi, on en a parlé au début de cette crise, les sans-abri, les migrants ou même les prisonniers. Et puis la vulnérabilité également des soignants eux-mêmes, hein, qui étaient en première ligne pour venir soutenir la vie des autres. Et donc finalement, la conclusion sur ce premier point, c'est que si nous avons bien assisté à un partage des vulnérabilités dans l'ordre du care, c'est parce que a été mis en valeur une sorte de solidarité prenant la forme d'une chaîne du soin qui déborde finalement l'hôpital et ses protocoles de prise en charge, mais qui concerne l'ensemble des fonctions sociales et des actions individuelles qui mettent en œuvre du soin. Donc finalement, voilà, l'une des leçons de la crise, si je devais en tirer une, c'est ce besoin ou cette nécessité de réajuster l'une par rapport à l'autre ces deux dimensions du sein et du soin. Alors, je voudrais maintenant développer rapidement une autre ligne de réflexion qui, comme je le disais, pourrait sembler étrangère à la première, mais qui me semble en réalité convergente parce qu'elle permet de retrouver autrement cette articulation nécessaire du sein et du soin dont je viens de parler. Alors, cette autre ligne de réflexion prend son point de départ dans l'un des mots-clés de la crise sanitaire, de mon point de vue, qui est celui de la distanciation. Donc la distanciation, c'est d'abord
est d'abord apparu, disons, dans les discours officiels, hein, comme la clé, une clé de la gestion sanitaire de la crise, hein. Elle s'est imposée comme un impératif sanitaire, ce qui fait écho finalement à l'origine même de cette notion de distanciation. Avant qu'elle soit reprise par des anthropologues ou des sociologues. La notion de distanciation sociale, elle est inventée par un médecin américain, Max Starkloff, en 1918, qui, au moment de la pandémie de grippe espagnole, prône la fermeture de tous les lieux publics et l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes. Donc là, on parle bien de 1918, c'est-à-dire il y a un siècle. Et effectivement, ces mesures prônées par Starkloff ont un impact majeur, puisqu'on a pu estimer à 200 000 le nombre de vies sauvées en 1919 dans la ville de Sydney grâce à la mise en place de telles mesures. Alors, ces mesures de distanciation, hein, je ne vais pas y insister lourdement, on les connaît, on les connaît bien. Elles se déclinent à travers des recommandations, distance entre les personnes, distance préservée dans les lieux accueillants du public, délimitation de zones ou instauration de zones de circulation, de sens de circulation, pardon, mesures de protection spécifiques dans des lieux, des activités ou des temps où la distanciation n'est pas possible, masques, le gel hydroalcoolique, le nettoyage des surfaces de contact partagées, à commencer par les mains. Et donc, voilà, la distanciation est devenue finalement l'expression même des gestes barrières, avec cette particularité que finalement, elle ne concerne pas que les personnes à risque, euh, contaminés ou susceptibles de l'être, plus vulnérables, disons, mais l'ensemble de la population. Donc on voit aussi ici hein, que la distanciation est un outil finalement de cette biopolitique du sein pardon, dont je parlais précédemment. On pourrait dire que de ce point de vue, hein, le confinement lui-même est une déclinaison de ces mesures de distanciation, ou du processus de distanciation, puisque chaque foyer doit, en temps de confinement, rester isolé des autres pour éviter le brassage des populations et que les déplacements eux-mêmes sont limités, encadrés et même mesurés, hein. On se souvient de cette distance d'1 kilomètre autour de chez soi au printemps dernier, au printemps de l'année dernière. Euh, Alors j'avais même trouvé dans mes recherches sur ce thème de la distanciation, dans un document cadre de la Fédération des entreprises belges, une mesure de distanciation extrême qui avait le nom de séquestration protectrice, ce qui m'avait quand même un peu alerté, où il s'agissait finalement avec cette mesure de, je cite, hein, séparer un groupe limité de personnes saines pour leur éviter tout contact avec le virus. Ces personnes restent jour et nuit sur leur lieu de travail, sûres et parfaitement confinées. Donc, il ne s'agit plus ici de mettre à distance les personnes susceptibles d'être porteurs du virus, mais il s'agit d'isoler des personnes saines pour leur permettre de continuer à travailler. Donc, on peut imaginer disons, le modèle de société qui serait élaboré si cette séquestration protectrice devait devenir la règle. Alors, je dis ça à moitié en plaisantant, puisque finalement, on voit que ces mesures de protection de la population, jusque dans leurs extrémités, peuvent contribuer à une forme de repli protectionniste. En tout cas, c'est presque un point d'alerte, on pourrait dire, par rapport à ce qui se passe ou ce qui peut sortir de la crise, avec l'idée que il faut renforcer à tout prix le contrôle de la circulation des personnes, des biens, éventuellement fermer les frontières, hein, fermer les foyers dans un premier temps, et puis fermer les frontières dans un deuxième temps. Donc on voit l'élargissement, disons, des mesures de distanciation qui ont pu se développer au moment de la pandémie, mais qui peuvent avoir encore des effets au-delà.
Et puis aussi, il y a ce que justement j'appelle le distancialisme, c'est-à-dire une autre dynamique qui vient offrir une compréhension différente du thème de la distanciation. On le voit à partir de l'encouragement au télétravail. Finalement, on se retrouve ici autour dans un salon Zoom. C'est une bonne expression aussi de cette distanciation telle qu'elle est devenue et telle qu'elle reste, disons, dans nos manières de faire. Finalement, avec le télétravail, on essaye de tenir ensemble le déploiement économique de l'activité et l'impératif sanitaire du sans contact. Et donc, le distancialisme, c'est finalement le développement de la distanciation à l'ensemble de la société, dans tous les secteurs de la société. Pour prendre des exemples très concrets, hein, le secteur bancaire, encore une fois, est déjà bien passé au distancialisme, hein, avec le déploiement du sans contact. Le secteur commercial, qu'on pense au click and collect, ou même le secteur de la formation. Je suis bien placé aussi pour le savoir avec, finalement, dans l'année qui vient de s'écouler, un distanciel généralisé, alors qu'auparavant, le distanciel était une marque de l'innovation pédagogique. Maintenant, c'est devenu la règle de nos pratiques pédagogiques. Donc il y a une extension, disons, du distancialisme, un virage distancialiste qui est sans doute, qui n'est pas nouveau, hein. Dans le secteur bancaire ou commercial, les choses étaient déjà bien développées, mais on pourrait dire que la crise a constitué un accélérateur remarquable de ces évolutions. Au point que maintenant toutes les sphères de la vie sont concernées par ce thème distancialiste, hein. La sphère culturelle, avec les visites de musées en ligne, avec les grandes plateformes de diffusion de contenu vidéo, la sphère relationnelle, avec finalement un certain nombre de réunions, y compris d'ailleurs amicales, qui peuvent se faire ou se gérer, entre guillemets, de manière distanciée. Donc il y a une doctrine sanitaire du sans contact qui, à mon avis, a été réappropriée par un capitalisme digital qui, pour le coup, a montré dans la crise sa grande capacité de résilience et d'adaptation aux crises de notre temps. Donc, je conclurai pour ne pas être trop long sur finalement que nous apprend ce diagnostic de la mise en place généralisée du distancialisme. Alors bien sûr, on pourrait dire sur le constat de son développement exponentiel, bon, ce que je viens de rappeler très rapidement, mais aussi sans doute, et par contraste, ce que nous rappelle cette prise du distanciel sur nos vies, ce sont les vertus du contact. Puisque finalement, ayant été privés de contacts sociaux directs, nous avons pu en mesurer la valeur, et nous souhaitons même, dans ce temps où l'étau se dessert, retrouver au plus vite ces formes de contact privilégiés avec les autres. Et donc nous redécouvrons finalement la valeur de la proximité dans les interactions sociales. Alors on pourrait dire, ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, que dans le domaine du soin au sens large, euh, euh, c'est bien l'exercice corporel qui permet de rappeler tous les jours cette forme d'interdépendance vitale entre les humains, même si cette interdépendance, je l'ai souligné aussi, a pu se payer au prix fort d'une vulnérabilité ou d'une vulnérabilisation accrue des soignants, en première ligne pour
soigner les patients et protéger la population. Mais on pourrait dire qu'au-delà de cet appel au contact, ou de ce contact nécessaire dans l'ordre du soin, et pour lui donner tout son sens et toute sa pertinence, il y a aussi une autre partition qui se joue et qui peut-être mérite réflexion. Donc je voudrais juste ouvrir cette question qui est celle de l'interdépendance qui lie chaque membre du corps social aux autres, et qui, au moment de la pandémie, et sans doute encore pour une part aujourd'hui, ne s'éprouve, cette interdépendance, que dans le respect de la distanciation sociale. Et de ce point de vue, hein, moi, m'a frappé le slogan diffusé pour prévenir, disons, les risques de contamination de nos proches. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la proximité, l'amour de ses proches, bon, et puis la règle de la distance à maintenir pour les protéger. Et pour manifester finalement cette affection, il faut rester à distance. Et donc on se trouve face au paradoxe finalement d'une solidarité encadrée par l'injonction sanitaire à la distanciation. Et pour finir, cette question-là me semble particulièrement importante et sensible, hein, pour réfléchir au sort des personnes âgées, dans la mesure où euh, euh, on les a isolés ou maintenus dans une forme d'isolement protecteur, qui parfois est devenu mortifère, ou a produit, disons, des effets psychologiques, des effets de mise en difficulté de ces vies vieillissantes. Et donc, je terminerai en disant que finalement, cette dimension de la solidarité me semble, en termes de valeurs humaines et sociales, l'un des défis, hein, de l'après-crise, c'est-à-dire comment poursuivre finalement cette forme d'élan de solidarité qu'on a pu constater au début de la crise sanitaire, comment le poursuivre pour permettre à la fois le maintien, voire le développement, le renforcement de ce que j'appelais la chaîne du soin, donc en allant des institutions aux dimensions plus informelles du soin apporté au quotidien aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. Et puis également, comment déployer de nouvelles formes de solidarité respectueuses des vulnérabilités, soucieuses des vulnérabilités, puisque celles-ci finalement sont apparues mais n'ont pas disparu, sans conduire euh, pour autant à des formes de mise à distance qui seraient sinon mortifères, du moins problématiques pour les êtres les plus vulnérables. Donc voilà, donc je voulais juste indiquer ces directions, disons, ces pistes de réflexion. Et puis je serai très heureux d'en discuter avec vous ensuite. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Sabot, pour ces informations, cette prise à distance, on peut dire, de regard philosophique. Ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu depuis maintenant bientôt 1 an et demi. Vous pouvez évidemment les uns et les autres donc poser vos questions préférentiellement via le chat. Moi, j'en ai une première, Philippe Sabot, si vous permettez. Quand vous parlez donc de solidarité, de chaîne du soin,
du retour peut-être vers le Caire, et vous parlez en même temps de d'essentialisme. Est-ce que ça, ce sont des effets qui sont conjoncturels, donc intimement liés à la crise sanitaire que nous avons traversée, ou est-ce que c'est plutôt des effets structurels euh, qui apportent à une modification peut-être de la relation sociale dans notre société, et est-ce que finalement, ces éléments-là n'étaient pas déjà dans la société avant la crise n'aurait fait que les renforcer, en tout cas que les rendre visibles, ou est-ce au contraire, ça n'est vraiment apparu qu'avec la crise et peut-être que ça va disparaître avec la crise? Mm. Euh, alors, encore une fois, je ne voudrais pas prophétiser ce qui va se passer, et donc je ne vais pas m'engager sur le temps long, mais disons que ce que je constate effectivement, c'est que un certain nombre de dispositifs qui existaient, hein, notamment par rapport au thème de la distance, distanciation, euh, dans l'ensemble des secteurs que j'ai évoqués, ces dispositifs ont connu une véritable accélération parce que, bien sûr, le commerce en ligne existait avant la crise sanitaire. Hein, c'est pas la crise sanitaire qui a inventé le commerce en ligne, mais on a développé maintenant des schémas presque des habitudes de, de mise à distance plus forte ou plus évidente de certaines, certaines possibilités, c'est-à-dire que bon, les salles de cinéma ont rouvert, par exemple, mais il faudra faire le bilan dans quelques temps, de voir si finalement on ne s'est pas habitué les uns et les autres à bénéficier, disons, de l'offre culturelle depuis chez nous, plutôt que en allant directement dans une salle, même si je pense que le public d'une salle de cinéma ou d'une salle de spectacle, de théâtre ou d'opéra n'a rien à voir avec ce qui peut se passer quand on est derrière son écran. Euh, mais voilà, il y a la valorisation, disons, de ces formes d'écran, on pourrait dire au sens figuré aussi, qui se sont développées entre les individus et entre les individus et ce à quoi ils avaient accès directement de manière charnelle ou tactile avant la crise. Donc ça, je pense qu'on mettra un certain temps à s'en remettre. Parce que voilà, il y a une sorte d'appétit qu'on voit en ce moment pour retrouver le contact. Hein, d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes parce que ça vient d'un seul coup, un peu de manière immodérée, dans la jeunesse notamment, hein, ce besoin de contact. Mais on voit qu'il y a une tension qui apparaît, hein, entre cette demande presque excessive de contact et puis des précautions qui maintenant sont bien ancrées dans les mœurs, qui sont installées et qui font que il se passe des choses quand même qu'on n'aurait pas imaginé il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on a presque un discours moralisateur sur le fait que des jeunes se rassemblent pour écouter de la musique et qu'il y a des condamnations politiques enfin, donc très fortes qui sont faites de certains comportements qu'on juge irresponsables, etc. Donc ma question finalement, c'est de savoir si l'ensemble des dispositifs qui se sont mis en place ne conduisent pas à des formes de responsabilité ou de responsabilisation individuelle et collective qui vont enfin, laisser des traces sur nos manières de faire, sur nos manières d'envisager le rapport avec les autres, y compris d'ailleurs dans le monde du travail, hein, parce que je pense que le télétravail est aussi un point central de la réflexion actuelle et à venir, c'est-à-dire comment, comment faire en sorte que finalement aussi bien les employeurs que les salariés retrouvent non pas le chemin du travail, parce qu'ils l'ont pas perdu, mais retrouvent le sens du travail
dans un aménagement ou dans une sorte d'équilibre entre la distance et la proximité ou la présence, hein. Je suis frappé alors dans mon milieu qui n'est pas forcément représentatif du monde du travail, mais de ce que l'ensemble des réunions auxquelles on participe, finalement, laisse vraiment un grand nombre de perplexités ou de questions en suspens parce qu'il manque finalement cette dimension de l'informel qui, dans des réunions un peu officielles ou même dans les activités quotidiennes du monde du travail, font le sel et donnent le sens de l'activité que l'on a avec les autres. Donc finalement, c'est vraiment une interrogation pour moi sur le avec. Comment on va vivre, non pas simplement avec le virus, mais avec les autres, en les retrouvant, tout en ayant quand même été profondément marqué par, cette expérience, traumatisante du confinement, mais avec tout ce qu'il symbolise, c'est-à-dire, la fermeture, de son foyer, de sa porte, aux autres, auxquels on n'a plus accès qu'à distance. Et justement, là, vous mettez le point sur des comportements individuels, mais nous avons dans ce webinaire un certain nombre de personnes qui fabriquent des politiques publiques au niveau régional et qui vont effectivement, elles aussi, devoir s'adapter à l'après ou à la période de transition qu'on vit aujourd'hui. Quel message vous auriez envie de leur faire passer à ces personnes qui construisent des politiques publiques pour le vivre après, leur sans prophétiser? Évidemment, on n'est pas dans ce cadre de figure-là, mais pour effectivement recréer ce lien dont vous parlez, recréer cette solidarité ou maintenir la solidarité. Est-ce que, mis à part les comportements individuels, il y a des politiques publiques qui permettraient d'y arriver? Alors, je 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 prendrais peut-être juste un exemple parce que, il fait partie des disons des champs de recherche sur lesquels j'essaye d'avancer avec d'autres, sur la question du vieillissement, voilà, qui m'occupe dans le cadre d'un projet qui s'appelle Vulnérage, donc comme son nom l'indique, hein, qui s'intéresse, de manière pluridisciplinaire, aux questions de vulnérabilité liées aux personnes âgées et à leur situation. Il me semble que, voilà, les personnes âgées qui ont été au cœur de la crise sanitaire, hein, qui ont été les victimes, mais aussi, enfin, les victimes directes, pour une part les victimes, collatérales. Les personnes âgées ont révélé finalement quelque chose, d'important pour notre vivre ensemble, hein, pour la mise en œuvre de ces politiques de solidarité. C'est-à-dire que, il y a des personnes âgées qui sont, en institution, en EHPAD, il y a des personnes âgées qui sont à domicile, qui souhaitent y rester et donc finalement, peut-être qu'une ligne directrice, pour une politique publique de solidarité serait, de réfléchir à cette articulation finalement entre l'institution et le domicile. Ne pas faire en sorte que, enfin ne pas faire que, ou réfléchir à une manière de fluidifier finalement le rapport entre l'institution et le domicile pour faire que ça ne soit pas deux lieux distincts où finalement le soin est limité et presque exceptionnel quand on est à domicile, et qu'il est formalisé et réglementé même lorsqu'on est en EHPAD. Et donc finalement favoriser cette relation entre cette chaîne de soins finalement entre l'hôpital comme lieu de soins et ou lieu de santé, on pourrait dire, et le domicile comme lieu de persistance de la vie, indépendamment de dispositifs
explicite de santé. Et du coup, peut-être qu'aussi dans l'ordre des politiques publiques, et on en parlait avec mes collègues donc, qui sont à la fois gériatres, psychologues, sociologues très récemment, euh, mettre l'accent sur des politiques de la ville, on pourrait dire, qui sont de nature à favoriser l'intergénérationnel. C'est-à-dire, alors c'était une idée qu'on avait évoquée dans notre groupe de travail, pourquoi pas installer des résidences étudiantes ou des résidences de personnes âgées au milieu de résidences étudiantes, pour que le lien entre les générations se fasse de manière plus évidente, qu'éventuellement les étudiants qui sont tout à fait disposés souvent qui sont souvent disposés à entrer dans le monde associatif puissent prendre leur place dans cette chaîne du soin, et que finalement la solidarité s'organise aussi entre les générations à partir d'une distribution de l'espace qui soit repensée à l'échelle de la ville ou à l'échelle d'un campus, pour parler de de la vie étudiante. Bon. Donc, voilà, deux pistes. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu vague encore, mais au moins, sur cette question du vieillissement, je pense qu'il y a un vrai enjeu qui se dessine, d'ailleurs, dont l'ARS des Hauts-de-France se saisit, hein, avec justement cette réflexion sur la question des rapports entre le domicile et l'hôpital, et puis qui est aussi en cours de réflexion au niveau national avec la- les réflexions autour du grand âge, de l'autonomie, de la dépendance. Bon. Donc ça, je pense que ce sont vraiment des axes de réflexion pour mettre en œuvre, au-delà de la crise distancialiste que l'on connaît, des modalités de mise en œuvre de pratiques de solidarité actives voilà, dans nos villes, sur nos territoires, dans une perspective d'aménagement du territoire aussi. D'accord. Et si je poursuis votre réflexion, autant que je puisse le faire, on peut dire que finalement, c'est la place du domicile qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Vous l'avez montré dans le rapport aux soins, mais on peut dire aussi dans le rapport au travail, avec le développement du télétravail, dans le rapport aux loisirs, puisque finalement, on ne va plus forcément sur les lieux de spectacle ou de sport, mais on le fait à distance via nos écrans. Donc, il y a une réflexion globale sur notre manière de vivre à domicile. Vous avez fait le lien en parlant des personnes âgées avec l'intervention de Rosanne Lebert, mais juste avant, j'aurais une petite question et je vous demanderai une réponse assez courte. On parle beaucoup de distanciation sociale. Mais en fait, on met d'abord des barrières physiques, et c'est plutôt une distance physique qu'on nous amène à prendre entre nous, par le masque, par la distance de 1 mètre, 1,50 m, ça va varier des pays, des situations, par le gel. Pourquoi est-ce qu'on passe du concept de distanciation physique, qui est ce que nous avons vécu, à un concept de distanciation sociale qui est peut-être un petit peu différent? Ouais. Alors, c'est une vaste question, mais je vais y répondre très brièvement, pas prendre trop de temps. Alors, il y a deux choses principalement. La première chose, c'est comme je l'ai rappelé, la notion de social distancing, bon, elle est née dans la bouche de Max Starkloff. Donc, voilà, c'est un médecin qui a inventé cette notion pour dire que dans une société donnée, il y a un moment où il fallait prendre des mesures où les individus sont mis à distance les uns des autres. Donc, bon, ça, c'est l'origine historique. Après, je suis d'accord, hein, cette notion est restée prégnante dans nos discours tout au long de l'épreuve de la pandémie, alors que c'est plutôt la distanciation physique qui était la règle. Euh, et il me semble que c'est un abus de langage, effectivement, de parler de distanciation sociale, et en tout cas, ça introduit une confusion avec une autre notion de distanciation sociale qui est celle que les sociologues ou anthropologues ont développée, hein, avec
alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute la théorie de la proxémie, c'est-à-dire des zones finalement, des zones de proximité et de distance qui définissent les relations possibles ou impossibles avec, avec les autres. Donc en réalité, en sociologie ou en anthropologie, disons en anthropologie sociale, la distanciation sociale renvoie au fait que vous pouvez habiter dans le même immeuble avec des gens de catégories sociales différentes, mais que vous n'aurez de relations sociales qu'avec les personnes qui vous ressemblent socialement. Et donc, il y a des gens qui peuvent être proches, mais qui en réalité sont très loin dans votre spectre, votre spectre relationnel. Donc, c'est vrai qu'il y a une confusion du coup entre, je dirais, l'origine médicale du terme, son sens socio-anthropologique et la réalité qui est effectivement plutôt celle d'une distanciation physique. D'accord. Merci beaucoup. Le principe, en tout cas, c'est qu'on ne passe pas d'une isolation physique à vraiment une ségrégation sociale entre effectivement Oui, les gens qui seraient porteurs du virus, qui seraient vaccinés, ceux qui ne seraient pas vaccinés, ceux qui seraient malades, pas malades. Enfin, voilà, c'est un peu les barrières qu'il faut, les garde-fous en tout cas qu'il faut prendre. oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup.